aujourd'hui, moi, je vais être un petit peu le poil à gratter, éventuellement celui qui va vous faire déprimer, mais c'est aussi pour après, pendant les ateliers, qu'on puisse éventuellement ensemble trouver des solutions, parce qu'à vrai dire, je ne vais pas tant parler de bons usages, si ce n'est d'usages, on va dire, corrects au regard de ce que ça a fait sur l'environnement, et je ne vais pas tellement proposer de solutions. Un petit peu à la fin, je vais vous montrer un petit peu une typologie de ce qui se fait. Mais bon, essentiellement, vous montrer un petit peu ce qu'on raconte à l'université sur ces impacts, ce qu'on connaît et surtout ce qu'on ne connaît pas. Alors, quelques mots personnels. Au début, c'est assez important de mon point de vue. Donc moi, je suis maître de conférence en informatique. Je fais de la recherche en neurosciences dans un labo de neurosciences, de la modélisation numérique. Ça, c'est important de vous dire que je suis membre de collectifs académiques qui sont engagés sur les enjeux écologiques. Donc voilà, je n'avance pas masqué. Je fais partie de l'atelier d'écologie politique d'Aix-Marseille et de Scientifiques en rébellion. Pour autant, le fait d'être dans ces collectifs engagés m'engage aussi à avoir un discours qui respecte, on va dire, les critères habituels de la rigueur scientifique. Voilà, donc des valeurs auxquelles on est tous et toutes attachés en tant que scientifiques, ainsi qu'un certain nombre d'autres valeurs comme le partage de connaissances, la transparence, etc., etc. Par rapport à la question de l'objectivité scientifique qui nous anime toujours quand on fait de la recherche, c'est important de le dire aussi, qu'on ne cherche pas à avancer des messages politiques, on cherche juste à être au plus près de la vérité scientifique. Alors très rapidement, donc moi je viens de là en fait, hein, j'étudie des IRM cérébrales et en particulier pendant le développement. Les images que vous voyez à gauche, là, je regarde comment le cerveau se plisse in utero et puis je fais des modèles pour essayer de reproduire ce qui se passe dans les cerveaux. Donc tout ça, c'est de la recherche classique, c'est bien financé, ça plaît beaucoup à l'Agence nationale de la recherche. On peut aussi voir ces questions-là un petit peu sous un autre angle. Ça, c'est complètement nouveau. C'est se dire, à gauche, on a un processus biologique, le développement d'un organisme. Combien ça demande d'énergie ? Donc il y a des gens qui travaillent un petit peu là-dessus et qui disent qu'un cerveau a besoin d'environ 0,5 kWh pendant toute la période in utero pour se développer. Donc ça fait à peu près, si vous voulez un ordre de grandeur, c'est un grille-pain pendant une demi-heure. Un grille-pain, c'est 1 kW. Et à côté de ça, on peut se dire les modèles qui permettent de simuler le réel biologique, combien ça demande. Donc là, c'est des estimations un petit peu à la louche, mais en C++, dans le code qu'on a, on a une certaine quantité, et si on passe à l'échelle, en fait, on se rend compte que nos modèles, ils demandent à peu près 1 million de fois plus que ce que demande la biologie en termes d'énergie pour arriver à produire une forme biologique. Pour donner un ordre de grandeur, c'est un réacteur nucléaire sur 30 minutes. Voilà. Donc, ça, c'est juste une petite mise en bouche. Après, je vous redonnerai quelques chiffres. C'est pour bien saisir que même dans des activités de recherche classiques, on peut se poser aussi les questions derrière d'empreinte énergétique. Alors, je passe très vite là-dessus, mais ma recherche classique a été un peu interrompue par, on va dire, une révélation, un satori, c'est un joli mot japonais pour dire qu'on a une prise de conscience. À partir de là, on voit plus son travail de la même manière. Et donc depuis, je réoriente partiellement, voire totalement, mon activité d'enseignement et de recherche, notamment au contact du groupe Eco-Info, qui est un groupe lié au CNRS, que j'ai rencontré donc, il y a 4-5 ans, que j'ai intégré et avec lequel je travaille. Et donc une bonne partie de ce qui figure ici, qui est le produit d'un travail collectif. Donc je le signalerai à chaque fois. Donc on commence par des aspects un peu historiques sur le numérique pour peut-être pas déconstruire, mais en tout cas être vraiment face à ce que le numérique représente pour nous. Et d'abord, je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ouais. Et vous vous rappelez le nom ou pas ? Cré. Non, c'est pas Cré. Et l'année ? C'est pas évident. Pas loin, 48. C'est pas loin de 48, ouais, c'est 45 à peu près. La photo doit dater de 45. Donc c'est plus précisément ENIAC, c'est le Electronic Numerical Integrator and Computer, donc premier ordinateur qui est purement électronique, si ce n'est les entrées-sorties qui étaient avec des cartes perforées. Donc en termes de matérialité, c'est 170 mètres carrés, c'est 27 tonnes.
c'est la conséquence, on va dire, d'une recherche au service de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des besoins de calcul pour un certain nombre de choses. Donc c'est notamment des gens comme Turing ou von Neumann qui ont contribué en partie à développer ce type d'appareil. Alors, autre petite question, à votre avis, combien ça faisait de calculs par seconde, ce type de machine? Quelques centaines, ouais, c'est ça, à peu près. À peu près. Alors après, ça dépend ce qu'on compte comme calcul, si c'est des additions, des multiplications, etc. Parce que c'est pas le même coût énergétique. On regarde plus précisément sur ce graphique. Vous allez voir après, ce graphique va se dévoiler. Donc on est en 1945 et on est là entre 10 et 100. Ça dépend des sources en fait sur le type de calcul qu'on peut exécuter. Alors, vous voyez peut-être venir. Voilà, on regarde ensuite un certain nombre de machines au cours du temps, jusqu'en 2010. Bon, on pourrait tout à fait aller plus loin. Sur l'échelle des Y, là, vous avez donc le nombre de calculs par seconde. Vous partez de 1 en bas et tout en haut, vous êtes à 10 puissance 13. Donc, ça fait combien? On est à 10 000 milliards de calculs par seconde sur des machines des années 2010. Donc vous voyez une espèce de relation comme ça linéaire, mais c'est linéaire avec un axe désordonné qui est logarithmique. Donc en fait, vous avez une croissance exponentielle de la capacité de calcul des machines au cours du temps. Et ça, vous connaissez sans doute, ça s'appelle la loi de Moore, exactement. C'est la loi de Moore, enfin c'est une variante de la loi de Moore qui à la base disait plutôt qu'on peut mettre un certain nombre de transistors sur un microprocesseur. Alors, on peut continuer l'exercice parce que là, il s'agissait juste de calcul. Okay, donc, il ne s'agit pas de matérialité au sens d'énergie. Donc, toujours notre cher ENIAC, combien de calculs il peut faire pour 1 kWh? Donc là, on vous donne un budget d'énergie. On vous dit, voilà, tu as l'énergie d'un grille-pain qui fonctionne pendant 1 heure. Combien tu peux faire de calculs, à votre avis? 10, oui, non, on doit être par là. Alors c'est un peu plus, ouais, on est entre 100 et 1000. Voilà. On est en tout cas assez bas. Et puis on refait le même exercice avec cette échelle logarithmique. Et donc en 2010, voilà, on a nos laptops qui peuvent calculer. Là, j'arrive même plus à compter. On est sur du 1 million, 2 milliards de calculs par kilowattheure. Voilà. Donc toujours pareil, vous avez une progression exponentielle. Alors là, c'est un peu moins connu, c'est aussi une variante de la loi de Moore, ça a un petit nom, ça s'appelle la loi de Koomey. Et ça dit qu'à énergie donnée, vous pouvez faire de plus en plus de calculs. Donc c'est une matérialisation quelque part de à quel point le numérique a progressé depuis voilà, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est extrêmement éloquent de voir les choses de ce point de vue-là. On va voir aussi ce que ça peut impliquer. Donc là, je récapitule ces lois, si vous voulez, sans parler d'exponentielle et tout. L'idée, c'est de dire que la loi de Moore, vous avez le nombre de calculs que vous pouvez faire sur les ordinateurs qui va doubler tous les 2 ans. Et pour la loi de Koomey, c'est le nombre de calculs que vous pouvez faire à énergie fixe qui va doubler tous les 1,6 ans. Voilà. Ça va jusque-là? Oui. Bon. Alors, le progrès perpétuel du numérique, point d'interrogation. Oui, parce que donc les courbes qu'on voit juste avant, elles suggèrent ça, quoi, que voilà, on peut continuer comme ça un petit peu éternellement. Alors, il y a des limites physiques qu'on voit très bien hein, sur le nombre de transistors qu'on peut imprimer sur des microprocesseurs. Hein, il y a la limite atomique. La quantité d'énergie, c'est pareil. Il y a une limite derrière qui s'appelle le principe de Landauer. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Cela dit, on est encore loin du compte. Il y a aussi une explosion de la quantité de données qui s'échangent sur Internet. On est passé à l'ère du zeta-octet, alors 2017 ou peut-être 2022, je ne sais plus, à vrai dire, on s'y perd avec ces chiffres tellement immenses. Donc on est à 10 puissance 21 octets échangés. C'est dur de se représenter ça. Il y a derrière aussi une loi, une équivalente de la loi de Moore ou de Koomey, c'est la loi de Cooper, où vous avez un doublement de la quantité de données qui peut être transmise dans certaines bandes de fréquences tous les 30 mois environ. Donc derrière, on a du progrès technologique qui fait que tout ça est possible. Et après, ça te demandait s'il y a un progrès perpétuel pour le numérique, on peut aussi se dire, est-ce que le numérique, finalement, est là pour le progrès perpétuel?
Donc là, je caricature un petit peu. J'ai pris des choses qui voilà, nous montrent un monde numérique formidable. Je crois que c'est le métavers à droite qui a fait un petit peu long feu. La question de la dématérialisation, par exemple, sur le papier, c'est assez intéressant. Alors, c'est pas totalement binaire comme question. Faut savoir qu'il y a eu quand même des effets rebonds assez massifs, dans le sens où on a dit le numérique va permettre d'arrêter le papier. En fait, ça n'a pas été vrai au début. Il y a eu une hausse importante de l'impression de papier à partir des années 2000, au moment où il y a eu une assez forte numérisation, qu'on peut très bien expliquer. En fait, c'est que vous avez eu plus d'échanges par mail, etc. Et puis les gens imprimaient leurs mails. Depuis, ça a tendance un peu à se stabiliser, mais disons qu'il n'y a pas eu vraiment un effet on dématérialise, on numérise, et de l'autre côté, on n'a plus de papier, quoi. Donc, on a un petit peu ces imaginaires associés au numérique et au progrès. Et du coup, ça a, de mon point de vue, invisibilisé, puis c'est pas que mon point de vue, mais invisibilisé aussi les impacts du numérique pendant un petit moment. C'est quelque chose qui a émergé avant les années 2010, mais un peu à bas bruit. Il y a eu un certain nombre de controverses, par exemple, sur une recherche Google. Qu'est-ce que ça fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Donc ça, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire-là. Dans les années 2008-2009, il y a eu le Times qui a dit si vous faites une requête Google, c'est 14 grammes de CO2 émis. Donc, juste pour avoir des petits ordres de grandeur, un Français en moyenne ou une Française émet 10 tonnes de CO2 par an. Donc, si vous faites, on va dire combien 10 millions de requêtes Google, ça ferait, si je ne me trompe pas, 10 tonnes de CO2. Donc, ça ferait votre empreinte carbone annuelle. Bon, voilà, pour fixer un peu les idées. Puis Google a répondu à ça en disant non, pas du tout, c'est pas 14 grammes de CO2, c'est 0,2 grammes de CO2. Donc il y avait un débat qui s'installait un petit peu, mais quelque part déjà on commençait à parler un peu de l'empreinte du numérique, avec un désaccord sur les chiffres, qui est quelque chose qui revient en fait assez régulièrement. Et puis récemment, on a un sujet qui est devenu vraiment beaucoup plus d'actualité, notamment avec le rapport du Shift Project en 2018. Vous connaissez le Shift Project. Et est-ce que vous connaissez Jean-Marc Jancovici? Oui. Donc voilà, c'est un think tank qui est très lié à Jean-Marc Jancovici, qui est on va dire donc ingénieur et vulgarisateur qui exerce depuis une vingtaine d'années pour sensibiliser sur les questions de décarbonation de l'industrie française. Et donc qui intervient dans ce think tank. Et donc ce think tank a fait un rapport assez complet en s'aidant notamment de collègues de Eco-Info, et qui arrivait à la conclusion qu'on est à peu près à 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales avec le secteur du numérique, et qu'il y a aussi une croissance de 9% par an. Donc, je passe sur l'historique plus ancien lié à ça. Donc, pour résumer un tout petit peu cette partie, on voit bien que le numérique, mais ça a été très bien dit aussi en introduction, hein, le numérique, c'est associé à un certain imaginaire du progrès. Ça permet un certain nombre de choses. Et pour autant, on découvre petit à petit aussi les impacts environnementaux, la matérialité de la chose. Donc comment est-ce qu'on joue avec ces tensions-là? La première réponse que moi je peux essayer de donner en tant qu'académique, c'est sur la compréhension et la mesure des phénomènes. Après, sur qu'est-ce qu'il faut faire, à quelle échelle, etc., c'est un autre sujet qui est probablement moins de ma compétence, mais sur lequel on peut commencer aussi à discuter. Alors, à Eco-Info, on avait proposé ce quiz il y a un an ou deux dans une conférence. Alors, c'est en anglais, mais je vais le traduire rapido. C'était pour faire prendre conscience de la matérialité du numérique sur des choses où, a priori, c'est un peu difficile de se prononcer. Donc là, on vous dit qu'il y a à peu près 30 millions de box en France, et donc c'est selon l'ARCEP. Et à votre avis, à combien ça correspond de consommation électrique par rapport à un réacteur nucléaire?
Donc l'ensemble des box françaises. Donc vous avez le choix entre un millième de réacteur nucléaire jusqu'à un réacteur nucléaire. Rapidement, qui dit un millième? Okay, personne. Qui dit un centième? Qui dit un dixième? Ouais. Un quart? Un demi? Et un? En fait, vous connaissiez la réponse, non? Non? La réponse qui est ici, que je ne vais pas forcément détailler, hein, c'est un calcul pas très compliqué qu'on peut faire. C'est des petits exercices qu'on peut imaginer aussi donner au collège, au lycée. Je ne sais pas à quel point c'est accessible ou pas. Ça peut donner des ordres de grandeur, ça peut permettre de saisir un tout petit peu mieux ce qui se joue derrière des choses qui nous semblent complètement dématérialisées. On peut faire la même chose sur... alors voilà, pour changer un tout petit peu d'optique, parce qu'on est beaucoup, quand on parle du numérique, sur l'électricité et sur le CO2. Là, on peut passer sur une autre question qui va concerner l'eau pure. Donc, il y a ST Microelectronics à Grenoble qui fabrique des microprocesseurs et qui utilise beaucoup d'eau pure pour ces traitements parce que c'est très important. Et la question, c'est beaucoup comment. Donc, la consommation annuelle d'eau de ST Microelectronics, ça correspond à combien de personnes? Est-ce que c'est 150 personnes, 1000, 20 000, 80 000 ou 150 000 personnes? Donc, pareil, je vais faire un petit tour de table, un tour d'amphi. Donc, 150, qui dit 150 personnes? Qui dit 1000? 20 000? 80 000? Et 150 000? Donc effectivement, on est à 80 000. Voilà, la consommation d'eau de ST Microelectronics à Grenoble, c'est l'équivalent de 80 000 personnes. Donc c'est une ville, c'est déjà une ville moyenne, voire assez grande. Là aussi, on peut faire les petits calculs. Tout est disponible et ST Microelectronics fournit même les chiffres. C'est bien. Donc ça aussi, c'est un thème qui revient souvent. C'est que il y a beaucoup de chiffres du numérique, en particulier liés aux industries. Où soit on n'a pas l'info parce qu'il y a du secret industriel, soit donc c'est les industriels qui donnent les chiffres parce qu'il y a des aspects réglementaires derrière. Ils doivent faire leur bilan RSE chaque année. Après, on peut les croire ou pas. Je pense qu'il n'y a pas forcément de raison de ne pas les croire au regard de la quantité très importante des chiffres communiqués. L'enseignement de tout ça, c'est que là, vous avez super bien répondu, donc il y a peut-être un biais dans nos questions, dans le public, je ne sais pas, mais probablement que derrière, on a en tant qu'individu, un rapport à la matérialité de tout ça qui n'est pas forcément très, très évident. Donc voilà, on a une difficulté d'avoir une intuition sur ces chiffres. Donc là, je me répète un petit peu, le numérique associé à l'imaginaire du progrès. Et donc, ça vient justifier aussi quelque part, enfin en tout cas, on peut se féliciter qu'il y ait la loi RIN qui existe et qui mette la sensibilisation à l'honneur, donc d'essayer de rendre tous ces chiffres de la matérialité du numérique présentes, notamment dans les cursus universitaires ou autres. Alors, pour vous illustrer ça, voilà ce qu'on a fait depuis 4 ans à Aix-Marseille Université. Avant que ce soit, on va dire, réglementaire, on a, entre guillemets, hacké un cours où donc il y avait 30 heures de cours qui étaient vacantes et personne ne proposait trop de choses à faire en licence 3 informatique. Avec des collègues, on a proposé de faire une UE qui s'appelle, donc une unité d'enseignement qui s'appelle Impacts environnementaux et sociétaux du numérique. Et donc on a proposé un certain nombre de choses, en particulier de sensibiliser sur le numérique. Donc en commençant par quelque chose qui va parler beaucoup aux informaticiens, c'est les langages de programmation. Donc on peut se dire on code en C, en Java, en Python, mais quel est le meilleur langage parmi les trois finalement? Donc le meilleur au regard de l'impact environnemental, ici c'est la consommation énergétique. Et puis, il y a un autre thème aussi qu'on a regardé, c'est l'analyse de cycle de vie des objets numériques. Donc, je vais détailler ça un peu après. Juste pour vous illustrer ce qu'on a fait. Donc, au début, on voulait travailler avec des wattmètres, hein, les appareils qui sont là-bas, à gauche. Ça ne marchait pas parce qu'on travaille sur des machines qui sont virtualisées. Donc, si vous faites tourner votre machine à fond
Sur le site de l'université, ça ne se voit pas parce qu'en fait, les calculs sont déportés sur un serveur. Donc on les a fait bosser sur une plateforme de calcul de l'enseignement supérieur qui s'appelle Grid 5000, hein, où c'est composé de plein de choses comme ça à droite, là, des serveurs. Là, vous avez un serveur qui est composé d'un certain nombre d'unités de calcul. Et puis, donc, les étudiants lancent un certain nombre de tâches. Là, donc, vous voyez à gauche le graphique. En abscisse, c'est le temps. En ordonnée, c'est la puissance. Donc, il y a un état de repos qui est à peu près à 70 watts. Et puis, il lance des tâches énergivores assez régulièrement, selon un certain protocole. Et donc le but à la fin, c'est de tracer ce genre de courbe où là, on fait varier par exemple la taille d'un tableau qu'on cherche à trier. Donc c'est un algorithme de tri de tableau, c'est un grand classique en informatique. Et on regarde l'énergie associée à ça. Donc là, on est en watts-heure, c'est pas énorme. Et puis vous avez vos 3 langages ici qui apparaissent. Alors avec un ordre qui surprend toujours un peu les étudiants, mais on va dire que c'est pas la vérité absolue là-dessus. C'est très contingent de la manière dont on a codé les choses en C, en Java. Et en tout cas, ça amène des discussions et on voit que le Python est le plus efficace. Donc tiens, c'est très curieux parce qu'on nous a toujours dit que Python était un langage non compilé, donc ça devrait aller beaucoup plus lentement. Donc on peut en discuter après si vous voulez pour éclaircir ce mystère. Et on peut faire d'autres types de courbes aussi. Celle-là, elle est intéressante parce qu'elle vous dit que si vous regardez le temps de calcul ici en abscisse et l'énergie en ordonnée, alors vos langages, en fait, ils se trouvent sur une droite. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va changer d'un langage à l'autre ? C'est juste le temps de calcul pris pour faire une tâche. Par contre, la puissance utilisée, la plupart du temps, elle ne change pas. Donc après, c'est une question vraiment d'usage derrière, c'est quel temps vous êtes prêt à dédier à ça. Parce que d'un côté, c'est bien, hein, si on prend plus de temps à faire tourner un code, on peut faire aussi d'autres choses à côté, non numériques. Si vous avez un code très rapide, qui tourne très rapidement, vous avez tendance à vouloir l'empiler plein de fois, donc vous êtes un peu dans des paradigmes d'effet rebond. Ça, c'était un TP, on va dire, introductif pour sensibiliser sur les aspects de programmation. Après, on peut regarder l'analyse de cycle de vie des appareils numériques. Donc là, on leur fait mesurer la consommation de leurs ordinateurs portables, de leurs smartphones, éventuellement de leurs jeux vidéo s'ils en ramènent. Et puis, l'idée, c'est ça, donc c'est ce qui est matérialisé ici, c'est de regarder les différents impacts de l'appareil donc, au cours de sa fabrication, donc quand on extrait des matières premières, quand on fabrique donc, la machine, après le transport, la distribution. Donc tout ça, c'est un petit peu dans la phase de production. Il y a la phase d'usage, donc quelque part qu'on restreint à ce qui se passe dans la salle de TP avec les wattmètres. Et puis des choses qui sont souvent moins étudiées, c'est la fin de vie et la valorisation. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que notre machine ne nous plaît plus, que le smartphone est démodé et qu'on le jette ou qu'on le file à nos enfants ou pas. On mesure la conso avec ces wattmètres. Et après, c'est assez intéressant parce qu'on a une énergie qu'on transforme en émissions de gaz à effet de serre. Avec ce type de carte ou de données, disons, c'est le mix énergétique, quoi, à une quantité d'énergie donnée, à quoi ça correspond en termes d'émissions de CO2. Donc là, c'est un site assez intéressant qui permet aussi de faire des simulations sur qu'est-ce qui se passerait si vous étiez en Allemagne, en Pologne, etc. Donc des pays où le mix énergétique est beaucoup moins intéressant qu'en France. Juste comme ça, pour donner un ordre de grandeur, 1 kWh en France, quand vous utilisez 1 kWh en France, ça correspond à, ici, ce qui est marqué, 34 grammes de CO2. Et dans d'autres pays, par exemple en Pologne, là, cette année-là, ça pouvait monter jusqu'à 1 kg de CO2 pour 1 kWh. Donc vous avez vraiment des variations très importantes des émissions associées à l'usage. Alors ça, c'est une phase aussi qui est intéressante, c'est toute la partie production du cycle de vie des appareils. Comment est-ce qu'on récupère les informations ? Donc là, pareil, il faut faire appel aux informations des constructeurs, des fabricants de machines. Donc par exemple, pour Dell, ils font des plaquettes comme ça où ils vous disent que le produit a demandé à peu près 286 grammes de CO2, plus ou moins 50. Donc ils ont même une marge d'erreur. Et après, ils font
comment dire, ils font toute l'analyse de cycle de vie, donc vous avez l'usage aussi là-dedans. Et les étudiants récupèrent ces informations pour, à la fin, faire leur propre analyse de cycle de vie, donc avec la production du matériel ramené à une année. Hein, donc vous divisez ce chiffre par le nombre d'années que vous allez utiliser l'appareil, et puis vous rajoutez l'usage de l'appareil. Alors, en résultat, en général, oui, ce qu'ils trouvent, comme on est en France et qu'on est sur un mix énergétique très décarboné, c'est évidemment la production qui est le plus émetteur. Donc c'est assez concret. Évidemment, si on fait durer nos appareils, on diminue d'autant les émissions ramenées à chaque année. Il y a des limitations à ce TP et puis à ce type d'approche, c'est de voir uniquement les choses sous l'angle du CO2. Donc on va avoir d'autres cas de figure où il n'y a pas que les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont considérés. Et il y a aussi le fait que les étudiants ne voient que leur machine et ils ne vont pas voir ce qu'il y a derrière, donc le réseau et les data centers. Si vous voulez regarder par exemple l'impact environnemental du réseau, il y a une très chouette étude de Eco-Info, hein, je fais refait de la pub pour mes collègues, mais sur quel est l'impact de faire circuler 1 gigaoctet de données entre Montpellier et Paris. Donc il y a un cadre d'études très bien défini, parce qu'ils sont capables de savoir exactement par où passe l'information, donc de savoir exactement par quel routeur, comment ont été fabriqués les routeurs, quel est l'impact environnemental des routeurs, la consommation, etc. etc. Donc c'est vraiment une enquête qui prend beaucoup de temps. Et à la fin, ils sont capables de sortir un chiffre moyen. Il y a des fluctuations selon les jours, selon d'autres critères, qui est à peu près 1,4 g de CO2 par gigaoctet. Et le danger de ce genre d'étude, mais c'est très bien dit, hein, c'est que cette étude, elle est juste limitée au cas de figure Montpellier-Paris via le réseau Renater. Ce qui peut être dangereux après, c'est de l'extrapoler à d'autres cas de figure. Vous pouvez bien sûr récupérer cette valeur comme une espèce d'approximation, mais ça ne vous empêche pas éventuellement de vous tromper fortement. Et c'est comme ça aussi que font, par exemple, l'ADEME ou l'ARCEP quand ils font l'analyse de cycle de vie, du numérique en France, disons l'impact carbone du numérique en France. Donc ça, c'est un rapport qui date de 2022 et qui établit qu'en France, on est à 17 mégatonnes de CO2 au total pour le secteur du numérique, c'est-à-dire à peu près 2,5% de notre empreinte carbone. 250 kilos par habitant, donc si on se ramène aux fameux 10 tonnes, c'est 50, non c'est quoi ? C'est 1/50e de nos émissions, oui c'est 2,5%. Donc quelque part on peut se dire c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un peu là. Truc intéressant, c'est aussi la décomposition de ces impacts entre ce qui concerne les terminaux, donc nos appareils, les data centers, avec une grosse marge d'erreur d'ailleurs, et puis le réseau qui arrive après. Mais le message à retenir, c'est que c'est nous finalement avec nos machines qui posons le plus de problèmes. Alors après, la question suivante qui est de dire comment on résout ça. Est-ce qu'il faut cibler les individus ou est-ce qu'au contraire, il faut cibler un système qui favorise l'achat très régulier d'appareils ? Là, le débat est posé. Mais en tout cas, je pense qu'il faut le poser et pas juste dire c'est aux individus d'arrêter uniquement d'acheter ou de consommer avec leur machine. Il y a aussi, bon, ça c'est une étude académique, je passe peut-être très rapidement là-dessus, c'est juste pour dire que les études sur l'impact global du numérique dans le monde ne sont pas d'accord entre elles, dans le sens où vous n'avez pas un chiffre précis qui ressort de toutes les études, vous avez une grande variabilité. Là, ça peut varier de, on va dire, 1 gigatonne à 2 gigatonnes pour le secteur numérique dans le monde, donc c'est quand même x2. Et puis, pareil sur les tendances, l'évolution des impacts du numérique. Là aussi, il y a des grandes controverses. C'est un petit peu normal parce que derrière, c'est basé sur des modèles alors, qu'on peut qualifier de simplistes, mais c'est surtout assez compliqué de prédire des évolutions socio-économico-techniques. Donc, OK, on peut avoir éventuellement
des évolutions, des tendances si on a un scénario où les choses continuent telles quelles ou éventuellement si les choses s'influent. Mais globalement, les auteurs s'accordent pour dire que ça va augmenter et que ça ne va pas diminuer, les impacts environnementaux du numérique. Donc je parlais avant du CO2 et je vous ai dit aussi que quand on regarde ces impacts environnementaux, donc on se focalise beaucoup trop, on se focalise beaucoup là-dessus. Mais quand vous faites une analyse de cycle de vie, en général, vous avez beaucoup plus d'impact que simplement le CO2, donc le potentiel de réchauffement climatique, là qui figure sur cette première ligne de ce tableau un peu illisible. Ça, c'est le résultat d'une analyse de cycle de vie où la phase de production, d'usage sont décomposées. Donc vous retrouvez des choses que je vous mentionnais avant, que la production occupe le plus. Là, vous êtes à presque 50 kg pour un smartphone versus 7 kg de CO2 pour son usage. Et en fait, ça, vous pouvez le faire pour plein d'autres indicateurs. Donc vous avez des indicateurs sur, là j'en ai pris que 3 autres. L'eutrophisation de l'eau, donc à quel point vous rejetez de l'azote dans la nature et dans l'eau. Et il y a aussi la consommation d'eau douce. Alors ça, c'est assez marquant pour le cas de l'analyse de cycle de vie d'un smartphone. Vous êtes à 50 mètres cubes d'eau, dont une bonne part pour la partie de production. Donc 50 mètres cubes d'eau, je n'ai pas fait le calcul en termes de piscine, peut-être que on doit être pas loin de cet ordre de grandeur. Et il y a aussi des ressources non renouvelables, donc qui sont typiquement des métaux. Donc là, vous voyez apparaître le cobalt, l'argent, l'or. Donc il y a une certaine quantité qui intervient aussi dans la production des appareils numériques. Donc ça, c'est un sujet peut-être qu'on connaît bien, parce qu'il a été peut-être bien médiatisé. Là aussi, c'est pas une étude, c'est quelque chose que je m'étais amusé à faire à partir de 3 études qui essayaient de donner la composition d'un smartphone en termes d'éléments constitutifs, donc de métaux. Et je m'étais amusé à faire ça parce que je trouvais pas forcément, à vue de nez comme ça, de chiffres concordants. Et c'est toujours la même histoire. Vous avez toujours énormément de variabilité d'une étude à l'autre. Donc là, il y a 3 études. Il y en a une de l'université de Plymouth, il y a une étude du Sénat et une autre de 911 métallurgistes. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Et c'est assez marrant de voir qu'il y a des métaux qui sont pour le coup très reproductibles d'une étude à l'autre. Le tantal, on vous dit que c'est dans les smartphones, c'est 0,02% en gros. Et puis d'autres métaux où c'est beaucoup plus fluctuant. Alors le cobalt, 0,1% à 12%. Le cobalt qui intervient donc dans les batteries et puis qui est le sujet d'un certain nombre de questions à la fois géopolitiques en République démocratique du Congo, mais aussi des questions, on va dire, tout simplement éthiques, de concourir au travail des enfants, finalement, au Congo. Et puis, donc, autre métal, le silicium présent dans ces smartphones. Donc, il y a une difficulté aussi là-dessus à bien saisir en fait ce qui se joue. C'est un sujet donc très mis en avant, très médiatisé, mais dont on connaît finalement que très très peu. Alors ça, c'est une représentation que vous avez peut-être vue, qui matérialise d'une autre manière ce que représente le numérique en termes d'utilisation de ressources. Là, c'est le cuivre, par exemple, une mine de cuivre à ciel ouvert, donc qui a été utilisée pendant un certain nombre de temps. Donc, c'est pas très important de savoir combien de temps. On sait juste que ça a fait un énorme trou. Et la boule au milieu, donc, qui représente la quantité de cuivre approximative qui a été extraite de ce trou et que vous pouvez comparer à la Tour Eiffel, par exemple. Là, donc ça fait peut-être la moitié de la Tour Eiffel. C'est une certaine représentation de qu'est-ce qu'il faut extraire comme terre, qu'est-ce qu'il faut retourner comme terre pour extraire une quantité de cuivre finalement beaucoup plus faible. Et ça, derrière, c'est aussi finalement de l'énergie, donc des émissions de CO2 pour retirer toute cette terre et après, évidemment, extraire le cuivre. Voilà, et on terminera donc ces impacts par la question des impacts, par la question de l'eau. À la fois donc les besoins en eau qui sont de plus en plus présents chez les GAFAM. Donc à gauche,
une collègue d'EcoInfo qui a fait ces courbes en utilisant les données de Google, Microsoft et Facebook. Non, c'est juste Google et Facebook. Donc, vous voyez que l'utilisation d'eau est croissante. Donc là, on est en millions de mètres cubes. Donc ça, pour Google, on part de 15 mètres cubes en 2018 et on est à peu près à 30 en 2022. Je l'ai dit mètres cubes, c'est millions de mètres cubes, ouais. Et c'est un sujet qui devient évidemment très prégnant pour la question de l'IA, qui a besoin de grands supercalculateurs pour travailler. Et ces grands supercalculateurs ont des besoins en eau croissants. Un article ici de collègues américains qui estiment un petit peu ces quantités-là, et en tout cas ramène ça au kilowattheure, donc un peu comme on l'a fait au début. 1 kilowattheure d'énergie dans le data center, ça correspond à peu près à 1 ou 9 litres d'eau. Donc voilà l'état de la connaissance, et on commence à en savoir un peu plus sur ces impacts qui ne sont pas uniquement liés aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, cette synthèse sur les impacts, en fait je suis assez en avance, c'est bien, on va pouvoir échanger après. Donc le numérique, la soutenabilité du numérique est de plus en plus étudiée. Il y a des controverses et quelque part, du point de vue scientifique, c'est intéressant, même si ça veut dire aussi que les choses n'avancent pas forcément très vite parce qu'il faut démêler les controverses. Il y a un focus essentiellement sur les émissions de gaz à effet de serre. Je n'ai pas parlé des impacts indirects du numérique. Les impacts indirects, c'est finalement quand vous êtes au-delà de ce qui concerne le cycle de vie. Donc production, usage, fin de vie, ça c'est les impacts directs. Les impacts indirects, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire comme nouveaux usages avec votre téléphone portable, et par exemple. Et ça, c'est les effets rebonds, ou à l'inverse. Donc les effets rebonds, c'est plutôt des effets délétères. C'est se dire, on va utiliser du numérique pour, par exemple, faire baisser la quantité de papier, et on voit que en fait, qu'est-ce qui se passe? Non, la quantité de papier augmente, donc ça c'est un effet rebond. Il y en a plein d'autres comme ça. Et il y a aussi à l'inverse le numérique qui peut aider à un certain nombre de choses, en particulier la transition écologique, donc j'en reparlerai un tout petit peu après, notamment via l'IA. Voilà, et donc on arrive à la question, que faire, qu'est-ce qu'on fait et à quelles échelles? Donc je pense que j'en ai pas pour très longtemps là. Donc il y a les actions individuelles. L'ADEME fait des plaquettes là-dessus depuis quelques années, des conseils qu'on pourrait dire de bon sens, enfin c'est mon point de vue, sur que faire de ces appareils numériques. Donc je ne vais pas tout vous lire là. Prendre un peu le temps avant de choisir ces appareils, acheter durable, prendre soin de son smartphone, le réparer, ne pas le laisser dormir dans un tiroir. Ouais. Donc après, vous avez un certain nombre de sous-conseils associés à ça. Donc c'est nous face à notre responsabilité, face à nos appareils numériques. Il y a des outils de sensibilisation aussi. Donc ça, c'est toujours si on se place à notre niveau individuel. Si on veut, avant même de faire quelque chose, se dire « Ah bah oui, il y a un problème ». Il y a un certain nombre d'outils. Donc ça, c'est des plugins sur Firefox ou même d'autres navigateurs. Là, vous avez Carbonalizer à gauche qui analyse votre flux vidéo, flux de données en général, et vous donne la conversion en émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ça dit que pendant, je ne sais plus combien, 8000 minutes, mon usage du numérique représentait à peu près 3 kg de CO2. Et puis, il y a aussi d'autres outils qui permettent d'évaluer une page web. Une page web, on sait que ça peut être plus ou moins long à charger. Derrière, c'est aussi quelque part des impacts, pas seulement en temps de calcul, mais en lourdeur de la page, donc en impacts environnementaux. Et donc, il y a EcoIndex qui vous donne une petite lettre entre A et E sur des sites web. Et il donne aussi la consommation en eau. Ça, c'est assez marrant. Je ne sais pas exactement comment ils font. En tout cas, ils peuvent comme ça noter un peu les sites web. Donc, je ne peux que vous encourager à aller regarder vos sites préférés pour voir s'ils sont bien codés ou pas. Là, j'ai pas mis le nom des sites parce que je ne veux pas avoir de soucis avec certaines personnes. Rassurez-vous, c'est pas le rectorat.
La sensibilisation, c'est aussi donc passé dans la loi. Je crois que ça a été évoqué au début, donc dans la loi. C'était dans la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Il y avait une obligation pour les opérateurs à indiquer un impact CO2 associé au forfait. Donc pour les mobiles, c'était en prenant la base de 50 grammes de CO2 par gigaoctet. Et pour le réseau fixe, c'était quelque chose de plafonné à presque 4 kg de CO2 par mois, indépendamment de la consommation. Donc toutes ces mesures contribuent à faire du sujet quelque chose dont il faut s'emparer. Pour autant, on sait aussi qu'il y a des limites à l'action individuelle qui sont de différentes natures. La première, je trouve qu'elle est intéressante, c'est que quand on parle de ce sujet, quand on parle d'actions à faire, on ne sait pas non plus comment prioriser ces actions. Et on se retrouve parfois avec des communications un peu délirantes sur, par exemple, les mails. Le mail, ça a été un gros sujet, notamment évoqué par une ministre qui disait qu'il fallait trier ses mails, etc. Et ça a fait beaucoup réagir quand même dans la communauté Éco-Info et autres, parce qu'on sait très bien que les mails, c'est pas un sujet hyper important. Ok, c'est bien pour éventuellement se sensibiliser à la question, mais ce n'est pas vos 5000 mails qui représentent moins d'1 kilo de CO2 par an qui sont le gros problème. Si vous priorisez ça par rapport au flux Netflix, le débat est plié, quoi. Donc il y a un risque aussi de noyer un peu les messages. La part individuelle ne suffira pas, donc ça peut se discuter, mais il y avait une étude assez intéressante de Carbone 4, qui était un institut de conseil lié aussi à Jean-Marc Jancovici, donc sur la décarbonation, qui disait que si on veut passer de 10 tonnes de CO2 actuellement comme empreinte carbone moyen en France à 2 tonnes, ça c'est les objectifs de l'accord de Paris, c'est 2050, donc ça a été acté en 2016 à la COP 21. Donc si on veut faire cette grande désescalade, la part individuelle ne compte que pour un quart, c'est à peu près estimé à un quart, et la part collective, c'est les 3 quarts restants. Donc ça, c'est pas pour le numérique, c'est pour tous les impacts carbone, mais ça donne aussi un petit peu, ça relativise un petit peu la contribution individuelle. Enfin, il ne faut pas s'en moquer complètement, mais ça ne suffira pas. Et puis, il y a un aspect plus, on va dire, politique, disons, qui est abordé par des collègues sociologues ou philosophes, là, comme Aurélien Berland, qui dit aussi que à trop vouloir axer sur les approches individuelles, on peut entrer dans une forme de dépolitisation ou, disons, de culpabilisation. On dit aux individus que finalement tout ne repose que sur eux, et puis on invisibilise finalement de poser la question à des acteurs plus importants comme les industriels ou même l'État. Alors la stratégie de l'État, ça sera un peu redondant avec l'introduction aussi, donc je vais peut-être passer très rapidement, peut-être juste pour dire que l'État s'est saisi de la question depuis déjà pas mal d'années. Donc on peut vraiment s'en féliciter, à la fois par la feuille de route du numérique qui posait vraiment déjà des jalons très importants sur la connaissance comme un moyen important pour l'action, et cette espèce de tension aussi pas facile à résoudre entre le numérique plus sobre et aussi l'innovation numérique, et sans forcément résoudre la dialectique. La loi RIN a été évoquée. Et récemment, je trouve assez intéressant de vous mentionner des rapports de l'ADEME et de l'ARCEP sur des scénarios. Donc ces deux agences, donc l'ADEME pour l'énergie, l'ARCEP pour les réseaux, ont proposé des scénarios de transition pour 2050, donc pas que pour le numérique. Et donc il y a 4 scénarios qui s'appellent génération frugale, coopération territoriale, technologie verte, pari réparateur. Avec un certain nombre d'éléments dedans sur la part des technologies, les changements de mode de vie, etc. Donc en gros, génération frugale, on va dire, pour caricaturer à fond, c'est plus vers un mode Amish, mais sans pour autant arrêter toutes les technologies, mais c'est juste pour bien poser les choses. Et puis pari réparateur, c'est la techno à fond. Et puis entre les deux, vous avez évidemment des nuances. Donc j'ai pas le temps d'être beaucoup plus subtil que ça. Et pour ce qui concerne le numérique, justement, ces scénarios ont été un peu pensés. Enfin, le numérique il a été discuté de comment il pouvait s'insérer dans ces différents scénarios. Et dans ces différents scénarios, la plupart du temps, la part du numérique augmente jusqu'à quasiment faire fois
x4, x5. Et puis, à l'inverse, dans Génération Frugale, on diminue de moins 45%. L'ADEME et l'ARCEP ne sont pas prescriptives, mais elles donnent des lignes directrices, toujours sur l'idée de la sobriété numérique et sur aussi l'éco-conception. Donc, se dire aussi qu'on veut promouvoir des technologies qui vont être un tout petit peu mieux pensées que ce qu'elles sont actuellement, sans forcément non plus proposer pour le moment de solutions clés en main. Mais ça, on va dire que c'est le rôle plus des chercheurs. Alors simplement pour finir, après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi entre l'individu, l'État? Il y a évidemment une échelle intermédiaire. Donc ça, c'est dans nos domaines d'activité. Donc moi, je vous montre juste ce que j'ai fait de mon côté, de manière assez partielle. Donc à l'université, j'ai commencé à m'intéresser à la question des usages de l'IA. Et on a fait le constat avec des collègues qu'il y avait vraiment deux communautés qui se parlaient. Il y avait, on va dire, l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes environnementaux. Donc c'est très bien illustré, par exemple, par cette figure à droite, où vous avez les 17 objectifs de développement durable qui sont tout autour de ce cercle. Et puis, à chaque fois, on regarde quels sont les impacts à gauche positifs de l'IA et à droite négatifs. Donc, comment ils ont fait ça? Ils ont analysé la littérature. Il doit y avoir 500 ou 1000 articles pour voir les points positifs ou négatifs de l'intelligence artificielle. Donc, quand on voit ça, on se dit, ah bah, il faut foncer, il faut forcément aller du côté de l'IA, quoi. Parce que la portion verte ici est largement plus importante qu'à droite. Les impacts positifs sont largement au-dessus des impacts négatifs. Pour autant, on savait très bien aussi qu'il y a une autre communauté qui réfléchit déjà aussi depuis pas mal de temps à documenter, quantifier les impacts de ces nouveaux grands réseaux de neurones qui utilisent des milliards de paramètres et énormément de données pour entraîner leurs architectures, pardon. Et donc il y avait un article qui avait fait grand bruit en 2019 qui était que si vous voulez entraîner le plus gros modèle de langage de l'époque, il fallait l'équivalent de 300 allers-retours Paris-San Francisco en avion, en termes d'émissions de CO2. Donc ça pose un peu le décor. Et donc on s'est dit, mais comment d'un côté, il peut y avoir une communauté qui promeut l'IA pour l'environnement, surtout sans se préoccuper de cette autre communauté qui veut aussi quantifier les impacts. Donc comment réconcilier ces deux communautés? Donc pour le moment, nous, ce qu'on a cherché à faire là-dedans, c'était juste de regarder dans la littérature sur ces impacts positifs et négatifs, à quel point ils avaient pris conscience que l'IA était aussi en elle-même, comme technologie, pourvoyeuse d'impact. Et la réponse était assez triste parce que dans tout ce qu'on a regardé, c'était zéro. Après, on n'a pas d'explication à ça. On s'est dit, soit il y a une forme de biais positif dans la littérature, parce que quand vous êtes chercheur sur un domaine comme l'IA, etc., vous allez vouloir promouvoir les aspects positifs de votre domaine. Vous n'avez pas forcément envie de dire « Ah oui, mais il faudrait nuancer cette vision parce que d'autres disent ça ». Ça ne se fait pas toujours. Donc là, en l'occurrence, pas du tout. Et peut-être aussi que c'est un biais un peu technosolutionniste de se dire « Oui, si on veut résoudre les problèmes environnementaux, on ne peut passer que par des solutions d'intelligence artificielle ». Donc voilà, le débat reste un petit peu ouvert. Et la position qu'on avait et qu'on a toujours, et en fait que je trouve intéressante des scientifiques dans tout ça, c'est de dire qu'on va visibiliser des thématiques, des problématiques qui n'ont pas été posées avant, qui ont été passées un petit peu sous silence. C'est aussi un enjeu par rapport aux luttes locales, donc qui sont aussi un moyen d'action, on va dire, plus des citoyens que nous sommes toutes et tous ici. C'est de pouvoir mettre dans le débat public un certain nombre de questions qui sont complètement invisibilisées. Par exemple, Stop Micro, qui est une association qui se questionne sur les activités de ST Microelectronics, le fait qu'elle utilise beaucoup d'eau douce et qu'elle rejette des polluants. Normalement, les pouvoirs publics sont censés se saisir de la question et ce n'est pas forcément le cas.
Donc ces associations essayent juste de dire il y a peut-être un problème et il faut agir. De même, beaucoup plus proche d'ici, et donc ça c'est aussi une lutte récente, il y a plein de nouveaux data centers qui existent à Marseille, enfin plein, il y en a 4, et il y en a un 5e qui est en cours de construction ou élaboration, je ne sais plus exactement où ils en sont. Et pareil, donc il y a des riverains et des associations et des élus qui disent ça va trop vite, il y a un certain nombre d'enjeux derrière. Les scientifiques disent des choses sur les chiffres associés aux impacts. En gros, les hommes politiques, vous ne pouvez pas décider tout seul, enfin les politiques ou les industriels, vous ne pouvez pas décider tout seul en niant ce que ça fait sur les populations locales. Voilà. Donc je m'arrête là. Je remercie toutes les personnes ici, à savoir mes collègues de l'Institut de neurosciences de la Timone qui me permettent de continuer à travailler là-dessus. Le groupe Eco-Info, qui est très vaste, des collègues philosophes de ce groupe, et puis l'équipe de l'UE Impact environnementaux du numérique de Aix-Marseille Université. Et merci à vous.